Salut YouTube, ce sera la dernière vidéo de cette chaîne. Je vais essayer de rassembler tous mes bouts, raconter mon histoire. Et voilà. Je suis en grande souffrance physique, un truc de fou. Je peux pas tenir ma tête et j'ai mal dans mes yeux. Et quelque part, si c'est la fin, tant mieux. Parce que plus je comprends, j'ai mon chien qui s'installe. Plus je comprends, et franchement, plus j'ai honte d'être un humain, et moins j'ai envie de jouer au game des autres humains. Et quelque part, heureusement que ça existe, la mort, franchement. Donc voilà, je sens déjà que j'ai des parts très complotistes qui ont envie de monter au front et dire faut faire la révolution, faut pas se laisser faire et tout. Oh les humains, réveillez-vous. Ouais. Donc ouais, c'est pas, il faudrait qu'elles interviennent, mais pas maintenant, là, elles sont trop pressées. Donc ouais, ce que je voulais faire, c'est raconter ma vie. Je suis née et je suis tombée dans une famille au secours. Une mère très dépendante, affective, avec une grosse blessure d'humiliation et un vrai dragon qui démarre au quart de tour et qui massacre. Hein. Et un père, j'imagine aussi dépendant, affectif à fond, avec un contexte familial difficile, un père incestueux, colérique, une mère soumise et pas très sympa, elle a laissé mourir pas mal de ses enfants. Enfin, je veux dire, elle a avorté et elle a laissé mourir une de ses enfants. Enfin bon, voilà, le contexte était pourri, donc mon père, voilà. Donc petite, il a eu la bonne idée de m'éduquer sexuellement. On sait jamais, des fois que j'y arrive pas toute seule. Et sous couvert de l'amour, quoi. Sous couvert de l'amour, l'amour est plus fort que tout, et en me faisant croire que ma mère voulait me tuer, en même temps, voilà, vu ses comportements, c'était facile de croire qu'elle voulait réellement me tuer. Et donc voilà, il a mis en place son éducation sexuelle, et en parallèle, il était passionné d'ésotérisme. Il avait un mentor pour ça, et il était fasciné par la médiumnité, la télépathie, la sortie de corps, enfin plein de trucs comme ça. Et petite, donc, on faisait des rituels de magie. Alors, il y avait toujours de la sexualité dans ces conneries-là, et en même temps, il n'y avait pas de magie. Enfin, en tout cas, moi, je voyais pas de magie, hormis à la maison de campagne, où il a fait pas mal de rituels. Et là-bas, il y avait les yeux rouges que j'ai vus quand j'avais 6 ans, et que mon fils a vu aussi sans être au courant de cette histoire. Ah mince, j'ai perdu mon feu. Oh, non, il est là. Donc ouais, petite, ma mère gardait une gamine qui elle aussi avait des problèmes dans sa famille, et ça m'aidait quand même à tenir. Et, et on essayait de se soutenir jusqu'au moment où bah, je pouvais plus encaisser tout ce qui se passait, quoi. Et du coup, ben, j'en ai parlé au médecin, ma mère s'est inquiétée un peu, m'a amené au médecin de famille, j'ai essayé d'en parler, m'a pas cru. Et puis ensuite, c'est le médecin de l'école qui est intervenu. Et là, par contre, voilà, ils m'ont envoyé en colonie. Mais avant ça, mon père travaillait dans un
le week-end, il travaillait dans un endroit, c'était un laboratoire où il faisait des expériences sur les animaux et son travail, c'était d'aller les nourrir. Et puis un dimanche, on est allé pique-niquer là-bas avec ma mère, ma sœur qui était toute petite, elle était dans son cosy. Et voilà, je suis allée nourrir les animaux et en fait, ben ouais, j'ai nourri les animaux, j'ai vu les animaux et puis après j'ai reçu un mouchoir qui pue sur le nez et puis après j'étais toute blablabla. Et après il y avait des types et il m'a fait faire des trucs. En échange, j'aurai un lapin que j'ai eu. Et puis donc après, bah, il y a eu la colonie. Je l'ai supplié de pas y aller. Je pensais que c'était ma mère qui voulait que j'y aille. Ça va trop vite dans ma tête, ils me parlent tous en même temps, c'est infernal. Donc ouais, mais avant la colonie, bah, j'avais droit aux abus, j'avais très peur que ma petite sœur aussi y ait droit, et non. Enfin, non, non. Elle a assisté de son cosy, mais elle a pas de souvenir de ça, et ça lui semble pas étrange que jusqu'à ses 25 ans, elle veuille pas faire trop de sexualité avec son mari qu'elle a connu à l'âge de 16 ans, qu'il l'a quitté justement parce qu'elle voulait pas faire des trucs au niveau de la sexualité et des trucs qu'elle m'a vu faire au père. Et quand j'ai eu une discussion avec elle, pourquoi elle veut pas faire ces choses-là, elle trouvait ça dégoûtant et elle s'est pas posé la question pourquoi elle trouve ça dégoûtant. Il a fallu que ça soit moi qui lui explique comment faire les choses et ça s'est arrangé avec son mari. Donc ouais, à l'intérieur de moi, c'était important de protéger ma sœur. Et puis quand je suis partie en colonie, ben, j'avais peur pour elle. Ensuite, ben, en colonie, au début, c'était à Carnetra, au Sable d'Olonne, la colonie. C'était une colonie sanitaire pour enfants en difficulté. Ouais, trop bien. Comme ça, si t'étais déjà en difficulté, eh ben, peut-être tu réchapperais pas au truc et du coup, enfin bon, bref, c'était nul, c'était complètement nul. Bref, là-bas, c'était malveillant. Même les femmes de service, elles étaient hyper malveillantes. Je me rappelle les premiers jours avoir pris du riz au lait brûlant sur les mains parce que j'ai mis mes mains devant mon assiette parce que j'en voulais pas. Après la nuit, ben un bruit qui courait qu'on allait être choisi. Ah bah ouais. Ce jour-là, j'ai compris que mon père, ce qu'il faisait, c'était pas bien. Voilà. Et j'ai bien compris le type, ce qu'il voulait, ce qu'il attendait. Donc j'ai exécuté, enfin, une de mes parts à exécuter. Plusieurs fois c'est arrivé, plusieurs nuits. Et ensuite, j'ai soi-disant été malade. Arrivé l'heure du 4 heures, je me sentais toute flagada. Et on m'emmenait à l'infirmerie. Et je comprenais rien du tout parce que je me réveillais le lendemain matin, j'étais dans la salle de classe. Parce que le matin, on avait classe et l'après-midi, on avait activité. Et ça a arrivé plusieurs fois jusqu'au jour que, ben, ils ont décidé de me mettre en quarantaine pour pas que je contamine les autres enfants, étant donné que j'étais très malade. Et là, c'est là que j'ai vécu l'horreur. Mais quand je dis l'horreur, c'est que j'ai jamais vu un film d'horreur à la hauteur de ce que j'ai vécu. Et dans cette horreur-là, faut pas que je m'égare. Toujours la transition, elle est toujours un peu difficile entre le système qui contient les souvenirs de ma famille et le système qui contient les souvenirs de la colonie, mais c'est beaucoup plus fluide qu'au début que j'ai fait cette chaîne. J'essaye de gagner du temps là. J'ai tellement mal, mais j'ai tellement mal, c'est dur de me concentrer. Je vais essayer.
Donc une fois qu'ils m'ont emmené en quarantaine, j'ai vécu des électrochocs. Enfin, je pense, adulte, je dirais que c'est des électrochocs. Mais petit, je savais pas ce qui m'arrivait, quoi. J'avais des douleurs dans le corps, des coups d'électricité. Je me rappelle de quoi? Je me rappelle aussi de plein de lumières clignotantes dans les yeux qui sont douloureuses. Beaucoup de bruit aussi, de bruit de machine. Il y avait deux équipes médicales, celle qui faisait les expériences et celle qui soignait des expériences. Et donc dans les expériences, il y avait plusieurs phases. Il y avait la phase où j'étais frigorifiée, nue sur une table en fer glacée, ligotée dans tous les sens, avec des trucs accrochés de partout sur le corps et des trucs et un truc dans la bouche pour pouvoir mordre. Et j'étais bombardée de questions et si je répondais pas ce que eux voulaient que je réponde, et ben à ce moment-là, je prenais des décharges. Et après, il y avait aussi un autre truc où il y avait des jeux. Enfin, c'était pas vraiment des jeux, mais moi, de mon point de vue d'enfant, c'était des jeux. Pareil, il fallait que je sorte d'un labyrinthe. Pour ça, il fallait que je fasse plein d'activités, plein de jeux. Et si je gagnais le jeu, j'avançais et je pouvais sortir du labyrinthe. Sauf que ben, je perdais tout le temps. Et à chaque fois que je perdais, c'était aussi des coups de jus. Et dans les souvenirs que j'ai, c'est que j'avais un collier au cou, au poignet, aux chevilles et à la taille. Et selon ça devait être électrifié aussi, je pense, comme les colliers à chiens, j'en sais rien. Parce que selon la mauvaise réponse et l'endroit où j'étais électrifiée, on va dire, ça faisait pas les mêmes dégâts, j'ai envie de dire. Quand je me prenais un coup de jus à ce niveau-là, bon, bah ça me séchait, hein, clac, par terre. Après, si c'était les chevilles, ça faisait mal, ça me paralysait les jambes, ça pouvait me faire tomber, mais voilà. Et après, donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc ça, c'était ouais, les tortures. Ça, je crois que c'est les pires. Enfin, en tout cas, moi, dans ma mémoire, c'était le plus difficile, c'était ça. C'était pas tant les fêtes qui étaient organisées où il y avait de la sexualité, où on servait de casse-croûte, parce que là, à ce moment-là, on était défoncés sous cacheton. Et franchement, ouais, j'ai des souvenirs, hein, c'est clair, mais ils sont beaucoup moins hard. Enfin, en tout cas pour moi, à vivre. Ah, j'ai pas. Et donc, ouais, à un moment donné, j'ai cru que c'était fini, mais non, c'était pas fini. C'était pour aller ailleurs, et donc c'était pour aller à ces fêtes organisées où ils étaient tous, moi j'aurais dit déguisés petites, mais non. C'était des espèces de grandes tuniques comme les avocats là, les grandes robes longues, et ils avaient tous un masque qui ressemble au masque des médecins de la peste. Et donc là, il y avait ou des soirées où il y avait du monde et ils étaient tous déguisés pareil, et là, ben, on servait de casse-croûte Yahoo. Et sinon, il y avait des soirées en petit comité où il y avait qu'une dizaine de personnes. Et là, par contre, c'était des rituels sataniques. Et il y en a eu plusieurs, dont un où, attention, ça va être très très trigger, même pour moi, où en fait c'était des nouveau-nés. Il y avait un espèce d'hôtel et il y avait des nouveau-nés qui arrivaient les uns après les autres. Ils étaient brûlés sur le front avec un fer, donc ils hurlaient, mais
C'était horrible. Et ensuite, c'est là où je sais même pas si je vais réussir à le dire. Et une fois qu'il l'avait brûlé sur le front, il prenait le bébé à deux, un devant, un derrière. Je peux pas dire les précisions parce que ça me fait mal, trop mal, mais je vous laisse comprendre. Empaler les deux côtés jusqu'à la mort, et ensuite dans un espèce de grand truc en fonte, enfin ovale, un peu rond, je sais pas comment dire, comme un barbecue mais en fonte, énorme. Ils étaient brûlés. Et un jour donc, ils m'ont demandé de tuer un des bébés pour pas qu'il souffre. Voilà. Donc je passe les détails, hein, parce que moi ça va me faire pleurer sinon, enfin ça va faire pleurer des parts, là, je le sens. Donc j'ai fait ça. De ce jour-là, c'était encore une manipulation pour faire croire que j'étais plus légitime envers Dieu, et que fallait que je remette tout mon amour à mon père. Mon père, le plus fort, c'est mon père, bah oui. Aïe aïe aïe, j'ai bien défait les nœuds quand même, hein. Je me rends compte. J'en étais où? Donc il y a eu ces rituels, et puis après il y a eu mon baptême. Enfin, mon baptême, ouais. Ça, c'était après avoir été renié par Dieu, on va dire, où ils m'ont baratiné, et le baptême, c'était dans l'océan, avec toujours une dizaine de personnes. J'ai bien cru voir mon père, mais j'en suis pas sûre. Parce que derrière un masque, c'est juste les yeux qu'on peut reconnaître. Et donc dans l'océan, eh ben, j'ai été noyée. J'ai été noyée 2 fois, enfin 2 reprises. Et je suis sortie de mon corps. Je me suis vue d'en haut. Et quand j'étais en haut et que je me regardais sous l'eau, j'étais vraiment bien. Je voulais même pas revenir. Et quand je suis revenue, par contre, oh, qu'est-ce que c'était pas bien. Qu'est-ce que c'était douloureux. Donc je me suis fait fracasser, mais fracasser. Découper en 1000 morceaux, mon esprit, ma mémoire, tout. Quand je suis rentrée de la colonie... Ah, j'avais oublié un détail, tiens. Avant de partir à la colonie, mon père m'a fait tourner un film en me faisant croire que c'était pour se barrer, pour avoir de l'argent, pour se barrer de ma mère et tout ça. Ouais, je suis vraiment en train de me perdre là, du coup. Et quand je suis rentrée, c'était mon année de CE1, année scolaire de CE1, où j'étais séparée de la petite que ma mère gardait là. Et, et là déjà, je perds pied, j'ai peur de tout, je comprends plus rien. J'ai un souvenir où ma mère fait un scandale parce que je me suis fait une entorse. Et, et du coup, moi, j'ai menti, j'ai dit à ma mère que je l'avais dit à la maîtresse, mais en vrai, je l'ai pas dit parce que j'avais trop peur d'aller à l'infirmerie. Et du coup, j'ai le souvenir que ma mère a fait une esclandre, et voilà. Et après, on déménage, donc je perds Anouk, la fille que ma mère gardait, et, et j'oublie tout. Enfin, je sais pas, il y a une grosse amnésie une fois qu'on arrive à Pont du Château. Et là, ben, j'ai tout oublié. Très distante avec mon père, qui me parle quasiment plus, à part bonjour, bonsoir, et répéter les ordres que ma mère dit. Au final, ça se calme avec ma mère, parce que comme mon père, j'étais sa princesse, et qu'il me faisait croire que l'amour était plus fort que tout et qu'il me protégerait quoi qu'il arrive, et ben c'est vrai que ça me donnait un pouvoir contre ma mère. Et dès qu'elle était méchante avec moi, j'avais qu'à dire je vais le dire à mon père, et lui il intervenait, il prenait ma défense, et elle, ça la rendait encore plus dingue, et donc elle était encore plus agressive après avec moi dès que lui il avait le dos tourné. Et ça, du coup, arrivé à Pont du Château, ça s'est calmé, et ma mère était
vachement moins, vachement moins agressive avec moi, même si elle l'était, et très humiliante, mais c'était vachement moins violent. Et puis bah voilà, j'ai fait mon bonhomme de chemin, j'ai galéré comme j'ai pu à l'école. Direct, hein, je suis arrivée en CE2 à Pont-du-Château, je me fais taper dessus, jusqu'en troisième. Voilà, comme ça c'est fait. Moi je croyais que ma phobie sociale, elle venait de là, vu que j'étais amnésique. Et puis, ben, jusqu'à mes 17 ans, où j'ai ma première relation sexuelle consentie avec quelqu'un que j'aimais. Et là, j'ai pas compris. J'ai vrillé, mais vrillé complet. C'est-à-dire, je me suis vue enragée, enragée, à vouloir le tuer. Il s'appelait Sacha. À vouloir le tuer, aller voir une copine en lui disant: «Donne-moi une poule noire, je vais faire du vaudou». Ah ouais, tu sais faire du vaudou, toi? Non. Bon, bah, ok. Et là, j'ai pas compris. Et puis après, bon, je l'ai quitté. Après, plus tard, vers 18 ans, 19 ans, j'ai rencontré un autre gars, Alexandre. Pareil, dès qu'il y avait de la sexualité, ça me faisait mais vriller, mais vriller. Je devenais un monstre de colère, un truc de fou, quoi. Et toujours avec cette envie ou de tuer l'autre, ou de me tuer moi. Et j'ai fait ma première TS à 18 ans et quelques. Et mon père a dit à ma mère ce jour-là, elle a qu'à crever. C'était à l'époque où il m'avait présenté sa maîtresse. Je m'étais rapprochée de lui en fait du CE2 jusqu'à mes 17 ans. J'avais pas de dialogue ou de communication avec mon père. Et vers 17 ans, j'ai commencé à lui parler, lui dire que j'en avais marre, que la mère elle était pénible et tout. Et il est rentré dans le même schéma. Oh, je fais ce que je peux pour protéger d'elle, nanani nanana. Et du coup, bah, il a eu la bonne idée de me présenter sa maîtresse. Bah ouais, je veux dire, mais surtout tu dis rien à ta mère. Bah oui, je comprends bien. Et cette femme, elle s'appelait Laure et bah, elle était devenue ma mère de substitution jusqu'à ce qu'elle décède d'un cancer. Et ma mère, elle a tenu, elle est restée avec. Et elle m'a eu dit plus tard que si elle avait su, elle se serait barrée. Mais en même temps, quand t'es trop dépendant affectif, t'as beau te faire croire que tu te serais barré, ben non, tu pourrais pas te barrer. La preuve, hein, je vois comment ça s'est terminé l'histoire, hein. Mais bon, je vais pas directement passer à la fin. Oh là là, j'ai tous les nerfs crâniens qui sont bloqués. Je souffre, je sue, je vois plus rien. Mais j'ai une part qui me dit t'inquiète, ça fait partie du processus de guérison. Ouais, trop bien. Donc là, c'est bon, je suis bien égarée. Ah, j'ai mal. Dès que j'ai trop mal, hein, ça me perd dans l'esprit. Donc j'en étais où? Donc j'en étais que bah que ouais voilà, donc mon père, tout ça, m'a présenté sa maîtresse, elle est décédée. Après je me suis barrée, j'ai pris mon appart à 19 ans. Et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui m'arrivait dans la sexualité. Et donc je me suis confrontée à la sexualité, quoi. Et là j'ai dit, ah ouais, non, c'est pas trop gérable en fait. Je vais finir par me tuer ou par tuer quelqu'un. Et là, il vaut mieux mettre ça de côté le plus possible. Donc à l'époque, j'essayais de travailler, mais c'était quand même assez compliqué. Moi, j'avais l'impression d'être autiste. Le moindre bruit, ça me prenait la tête. Le moindre lumière, ça me prenait la tête. J'avais pas quoi dire aux gens. Enfin bon, voilà, quoi. J'avais des troubles de l'attention. Enfin, c'était vraiment difficilement gérable. Et à l'époque, j'avais juste à prendre un jeu de cartes, à le battre, et je pouvais te dire ta vie. Passée, présente et future. Ça aussi, maintenant je peux l'expliquer, mais sur le moment je trouvais ça magique, mais en fait non, c'est juste que j'avais plein d'entités, et c'est vrai que quand t'as des entités sur toi, elles vont te donner des pouvoirs, mais ça se paye.
Donc voilà, ça c'était quand j'avais 19 ans, j'ai essayé de bosser. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Bon, voilà, j'ai galéré jusqu'à ce que j'arrive plus à bosser, j'arrive plus à travailler, et là, je m'isole complet. Mais naturellement, en fait, j'avais un chien à l'époque et mes seules sorties, c'est promenade avec le chien et le week-end quand un ami avec qui je chante passe pour aller démarcher des concerts. Sinon, je sors pas. Je sors pas et je comprends pas pourquoi. Et puis je rencontre mon mari lors d'un concert. Et là, du coup, ça m'ouvre parce que du coup, vu qu'il faut que le but de ma programmation, c'est de trouver un maître et d'être soumise et de répondre à ses besoins. Et ben, et ben voilà quoi. Sauf que bah, toujours la sexualité qui me prend la tête. La relation n'a été possible parce que lui, il avait des problèmes dans sa sexualité, ça durait pas longtemps. Et puis, il se mettait dans des états de déprime profonde. Donc, ben, moi, mes parts, elles restaient tranquilles et on prenait soin de lui. Mais sauf que en prenant soin de lui et en arrangeant son problème, bah, son problème, il a commencé à se régler et nous, bah, le nôtre, il s'est amplifié. Et puis, il est tombé malade, et là, on a décidé de faire Jérémie, alors que moi, je voulais pas d'enfant. Je savais pas pourquoi, mais c'était vraiment très fort dans moi. Et comme j'aimais cet homme et que son père était mort d'une sclérose latérale amyotrophique, j'ai eu peur de le perdre et je me suis dit, si je dois le perdre, je veux un souvenir. Donc, on a fait un enfant. Et cet enfant, il aurait dû naître le 18 avril 2002, et il est né pour l'anniversaire de mon père. Étrange. Le 22 mars 2002. Et quand ils me l'ont mis sur le ventre, j'avoue que je l'ai regardé et j'ai fait oh non, purée, on dirait mon père. Et j'avais pas encore les souvenirs. Enfin, si, du coup. Enfin, j'avais les souvenirs, mais je les refusais, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois que je suis tombée enceinte, j'ai eu les flashs comme mon père me faisait faire des trucs, mais je pouvais pas y croire. Je me disais, je vrille, je deviens dingue. Et ouais, donc quand ils me l'ont posé sur le ventre, ça m'a fait un drôle d'effet, comme si c'était le fils de mon père, quoi. C'était horrible. J'ai pas pu le toucher. C'est mon mari qui m'a dit, bah, prends-le dans tes bras. Ouais, bah, 2 secondes, c'est bon, quoi. Laisse-moi finir de souffrir, quoi. Et puis après, le fait d'avoir un enfant, ça a fait un switch. D'une part, qui a commencé à prendre le contrôle, bah, fallait assumer, quoi, d'être mère. Et voilà, jusqu'à ce que, bon, ben, mon mari, ses problèmes, ça va mieux, et que moi, ça me fait péter les câbles, et que du coup, ben, pour la survie des deux, je le quitte, enfin, on se quitte, comme un accord. Et donc là, je galère bien, avec un bar, un gamin, et un bar tabac presse, un gosse, et toute seule pour tout gérer. J'arrive à me dépêtrer de tout ça, à vendre le bar, à déménager, à trouver un autre taf, et là, c'était en 2010, ouais. C'était en 2010 où je me suis fait agresser par des clients qui venaient régulièrement pour me draguer. Moi, je pensais que c'était mes peurs qui... Enfin, ça me prévenait à l'intérieur de moi qu'il fallait pas que je côtoie ce type. Moi, je pensais que c'était mes peurs. Et en fait, bah non, je suis passé un très sale moment où j'ai fini aux urgences. Et ça a ouvert la boîte de Pandore de la colonie. Alors, elle avait déjà été ouverte à chaque fois. En fait, à chaque fois que je faisais de la sexualité, c'était ouvert. Il y avait toujours un côté de vouloir tuer, un truc satanique, un truc malsain, mais vraiment très malsain, que j'arrivais à gérer plus ou moins, et que je comprenais pas, surtout je comprenais pas tous les cauchemars des gens déguisés et tout ça.
Et donc après cette agression, ça s'est amplifié et pour remercier mon patron, j'ai eu besoin de lui peindre, de lui offrir un cadeau, donc de faire une peinture. Et cette peinture, c'était un rond avec un triangle au milieu et deux mains qui se tiennent. Et donc je me suis payé plein de souvenirs, mais je comprenais pas et je savais même pas que c'était des souvenirs en fait. Moi je pensais que mon esprit il avait vrillé et c'est tout quoi. Et donc c'est là que je commence. Ah oui, bah c'est là que je fais une TS surtout. Et c'est là qu'il y a Mira qui arrive. Et Mira, c'est celle qui va apprendre tout. L'hypnose, la programmation neurolinguistique, la méditation, la respiration, le yoga, le tai chi, quoi d'autre encore? Tout, tout ce qui peut nous sortir de la merde en fait. L'alimentation, la communication non violente, mais vraiment, elle apprend, elle apprend, elle apprend, elle apprend, pour pouvoir sauver toutes les parts qui nous constituent. Donc, pendant ces années-là, je suis suivie par une psychiatre qui ne connaît pas, enfin qui n'est apparemment pas au courant de ce qu'est une levée d'amnésie, mais par contre, elle était super au courant, c'est qui Baphomet. Moi, je connaissais pas, mais elle, un jour, m'a fait une grande théorie sur Baphomet, c'est un démon. Et puis, c'est pareil, un jour, chez cette psychiatre qui m'a fait donc perdre 11 ans de ma vie, et qui en même temps fait partie du réseau, hein, parce que le jour où mes parents sont venus, j'ai pas compris pourquoi mes antennes me disent mais mon père et elle, ils se connaissent, pourquoi ils se regardent pas, c'est trop bizarre. Bah ouais, c'est juste ils font partie du réseau. Et là je suis en train de m'égarer, parce que qu'est-ce que je souffre, je vais essayer de me redresser peut-être un peu. Ça. Donc j'en étais à pendant une bonne dizaine d'années, j'essaye de travailler sur moi tant bien que mal, gérer les idées que j'ai dans la tête, et puis j'ai la chance de tomber sur une super psychologue. Ah non, j'ai raté un détail, je suis bête. Un jour, je suis hospitalisée donc, et ma psychiatre, que ça fait 11 ans qu'elle me suit, elle est en congé. Et sa remplaçante, en 3 jours, elle pose le diagnostic qu'elle, en 11 ans, elle n'a jamais posé. Trouble dissociatif de l'identité avec trauma complexe. Et donc de là, j'ai les souvenirs de tout, c'est juste ingérable. Et moi, je comprends pas la multiplicité. Enfin, je savais même pas que ça existait. Et le 31 octobre 2010, j'ai pris conscience, j'ai vu l'autre. C'est comme ça que je le verbalise. Et c'est là que le vrai travail a commencé. Et purée, je pense que je suis à la fin du travail, j'espère. Parce que franchement, je pourrais pas encaisser plus. Je pourrais pas encaisser plus. Du coup, j'en étais où? Oh là là, là je sens que je fatigue et que je me perds un peu. Donc j'en étais. Oh ouais, ça va être tout mélangé. Je sais plus où j'en étais. Je travaille sur moi avec la psy, nanani, j'ai le diagnostic. Là, j'ai eu des informations, elles sont passées trop vite, j'ai oublié des détails. C'était quoi les détails? Ah oui, bah, les manigances de mon père, c'est-à-dire que avant de divorcer, quand j'avais les souvenirs que mon père me faisait des trucs, il y a une part qui a eu la bonne idée de le convoquer pour lui dire vas-y, dis-nous si c'est toi, si tu nous as fait quelque chose, juste pour qu'on puisse comprendre, guérir et tout ça, quoi. Et donc mon père a mis ça sur le dos de son frère, tout le monde a gobé. Après, bon bah voilà, quand t'as été abusé une fois, c'est la porte ouverte à tous les abus, donc il y en a eu d'autres. Moi je les ai épluchés un par un, et donc voilà. Et après, il se servait de ça donc pour me décrédibiliser.
en disant: «Mais de toute façon, elle sait pas ce qu'elle raconte, un coup c'est moi, un coup c'est mon frère, un coup c'est son cousin, un coup c'est» ouais, bah, c'est tout le monde en fait, alors pas le frère, non. Non, non, pas l'oncle, quoi, pas le frère de mon père. Donc il m'a fait passer, aux yeux de la famille, pour une tarée. Moi, je me rappelle aller voir ma sœur et lui dire, «Ah, le père, il m'a fait ça, 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 ça», et puis retourner une autre fois et dire: «Ben non, je comprends pas pourquoi je t'ai raconté ça la dernière fois, non, ben non, je sais pas pourquoi j'ai ça dans ma tête, moi j'ai pas de souvenir de ça». Donc forcément, bah la famille, c'est plus facile pour la famille de te mettre dans la case taré que dans la case il y a vraiment un problème et on va s'en occuper. Donc après, après l'hospitalisation où j'ai vu l'autre, j'ai déménagé, j'ai trouvé une super psychologue, et ça m'a permis de bien avancer, j'ai changé de psychiatre, voilà, c'est ça, j'ai continué mon travail sur moi, et puis à un moment donné, il y a une part qui a trouvé que ce serait bien d'écrire au procureur pour finir le travail. Voilà, alors là, vous croyez la mouche qui pète la part, hein. Alors on va finir le travail, là on va écrire au procureur pour dire tout ce qui nous est arrivé, et puis après c'est bon, on passe à autre chose. Ah ouais, t'es sûr? Non. Moi je crois pas, non. Non, non. En même temps, ça aura servi à faire toutes les autres levées d'amnésie qu'on n'avait pas fait, et c'est ça le pire en fait, je crois, franchement. Donc on écrit au procureur pour lui dire le père, la colonie et tout ça, sans trop donner de détails, sans porter plainte. C'était le 21 décembre 2021. Ça faisait 1 an et demi que j'étais soignée par une dentiste super sympa, à 4 km d'ici, où je suis. Et puis début janvier, elle me dit je vais plus pouvoir vous soigner. Ah bon? Pourquoi? Ah mais vous comprenez, je sais pas ce qu'il faut pour faire un panoramique, ce serait quand même mieux avec les problèmes que vous avez dans votre bouche et tout, de faire des radios panoramiques et tout ça, pour l'appareil, ça serait quand même mieux. Ok. Bon, moi, j'ai pas très envie de changer de dentiste, hein, donc je continue à y aller. En plus, elle me faisait croire qu'elle était complotiste. Donc, donc voilà. Sauf que les rendez-vous, c'était 2 heures où elle me parlait de complot mondial, mais elle me soignait pas. Donc, j'ai bien compris qu'elle voulait plus me soigner. Donc, je suis partie à la recherche d'un autre dentiste. J'en ai trouvé un dans les 10 jours qu'on suivi. Je me suis fait massacrer tout le haut, en 5 rendez-vous. Et donc, bah, je me dis, je suis tombée sur une connasse, ça arrive, je change de dentiste, et puis quand j'appelle, je tombe sur la secrétaire de celle qui me massacre, je lui explique que je viens de me faire massacrer, et elle m'envoie chez une autre. J'appelle l'autre, en lui expliquant que je viens de me faire massacrer, direct, j'appelle le vendredi, elle me prend le lundi alors que c'est un jour où elle travaille pas. Elle me dit, non mais je travaille pas, mais venez quand même. J'aurais dû me mettre la puce à l'oreille, mais non, non, bah non, moi je suis un peu blonde, hein. Et donc j'y vais, et là, bah, je me finis de me faire massacrer, quoi, et tous les points d'appui. Et là, l'enfer commence. Toutes les levées d'amnésie, je me paye tous les fragments qui ont essayé de se débattre avec le médical de la colonie, en parallèle de ce que je vis avec les dentistes. Et donc, bah, depuis, je ne peux pas me faire soigner. Je suis blacklistée sur ma carte de sécu. Et si jamais je trouve un dentiste qui veut me soigner, bah, il me massacre un peu plus. Donc là, elle avait les tout premières qui m'ont massacré, et il y a 2 autres dentistes qui ont accepté de soigner la 24 et la 25. Il y a toujours la carie, il y a toujours les caries dessus, et par contre, bah voilà, j'ai plus d'appui, les dents, c'est des dents de nain, on dirait des moignons pour des couronnes. Euh, donc, pareil, là où j'ai eu des extractions, il y a des bouts de dents qui ont été laissés, je sais pas combien de rendez-vous en stomato, en maxillofacial, ORL, machin, il y en a pas un qui daigne regarder ce que j'ai. Par contre, ils facturent, hein, à chaque fois, hein. Au final, c'est moi qui enlève le bout de dent.
C'est moi qui cale comme je peux avec ce que je peux pour rester en vie, hein, parce que si j'avais pas à caler, je serais déjà morte. Et puis bah il y a tout se passe au CHU Estin en fait, celle qui m'a massacrée, la deuxième qui m'a massacrée, elle bosse là-bas. Par rapport au syndrome d'Ehlers-Danlos, qu'ils ont perdu 5 fois mon dossier, bon ben c'est tout là-bas. Les maxillos que j'ai vus, c'est tout là-bas. Ceux que j'ai vus à Saint-Étienne au Puy, ils étaient au courant. L'expert dentaire, il m'a mise à l'envers, au secours. Enfin, j'ai un dossier gros comme ça pour le procureur et c'est bientôt que je vais le poster. Il n'est pas tout à fait encore terminé. Donc là, eh ben, depuis que j'ai envoyé ma lettre au procureur, je me fais démonter par le réseau. Voilà. Ils essayent de me massacrer, m'éliminer, on va dire. Et je suis toujours là. Après, voilà, les forces obscures de ce truc, je sais pas si je crois aux entités ou pas. J'arrive pas à avoir d'avis là-dessus. Mais en tout cas, voilà, les forces obscures, le côté obscur, j'ai envie de dire, il est vraiment très fort et c'est ce qui maintient la planète en ce moment, je trouve. Mon fils s'est fait attraper et, et tous les humains sont en train de se faire niquer, hein, je sais pas si vous avez remarqué. Ah, il y a une part qui est en train de me dire, ouais, t'as oublié de dire que à la colonie, le type qui avait l'accent allemand, mais en fait c'était un accent anglais, euh, il ressemblait à Bill Gates comme deux gouttes d'eau dans les années 80. Donc, ben après là, j'ai mes petites complotistes qui ont envie de dire, bah ouais, l'OMS, c'est ceux qui nous pondent des super lois pour les gosses, pour les éduquer sexuellement à 4 ans. Après, il y a aussi l'histoire des 11 vaccins, ou je sais plus combien, parce que je suis plus à la page. Et là, j'ai juste envie de dire, mais c'est quand que l'humain, il ouvre les yeux sur ce qui dirige, sur ce qui le dirige, et sur ce qui le massacre, je sais pas. Moi, j'ai bien ouvert les yeux, là. Franchement, je me dis que je dois pas être la seule. Et donc, bah voilà quoi, on est vraiment dans un contexte super malsain. Il n'y a pas possibilité de se faire soigner. Euh, Après, pareil, j'ai des trucs étranges, je trouve des trucs étranges. Alors oui, c'est des peurs, on est d'accord, mais n'empêche que moi je suis une auditive et rien qu'à un son, je détecte des choses. Un son de voix, je sais des choses. N'importe quel son, ça m'apporte des informations. Et là, en ce moment, depuis quelques mois, j'entends trop de bruit dans le ciel. Il y a beaucoup de bruit dans le ciel, beaucoup d'avions, et c'est pas des avions de voyage. Je sais pas ce qui se trame, mais je sens qu'il se trame un truc, et je pense que je suis pas la seule à sentir ce qui se trame. Je pense que les humains, là, on est en train de se faire bien niquer, là. Donc c'est où un moment où on se réveille tous et on arrête de se faire vacciner et on arrête d'être docile et d'obéir et de cautionner tout ça, quoi. Au moins pour les générations à venir. Je sais pas. En tout cas, voilà mon histoire. Mon histoire, je me suis fait massacrer par un réseau pédocriminel dont mon père faisait partie. Et puis ben voilà, là je me fais toujours massacrer, hein. Je suis plus sous électrochoc, hein, mais par contre, c'est pas n'importe quelle dent qu'ils ont niqué dans ma bouche, hein. C'est les dents qui relient, enfin que la musculature va être en lien avec tous les nerfs crâniens, et donc le nerf vague, et donc le système nerveux, et etc. Donc c'est bien étudié, ils sont très 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 malins. Mais bon, j'ai quand même la foi, et je me raccroche toujours à des croyances bien perchées, que du genre je suis dans un rêve, tout est ma projection, ok, bah je vais
travailler dans moi pour que ce qui se projette soit moins pire. Et on a passé de sacrés caps en fait, d'être confronté à des sensations de mort, plus des levées d'amnésie, plus franchement là, je crois que 2023, ça a été l'année la pire, comme enfin comme mon année de CP. Vraiment, c'est les 2 années les pires de ma vie. Maintenant, j'ai espoir que ça va s'arranger. Et puis il y a une part en moi qui me le dit qu'il faut que je garde la foi et que ça fait partie du processus. J'en sais rien, j'en sais rien. Mais en tout cas, je me sens beaucoup plus entière. Je sais qui je suis, d'où je viens, ce que j'ai vécu. Et par contre, je sais pas trop où je vais. Mais bon, depuis toute petite, j'ai des parts qui sont enragées contre le système, la société, pas que la société, parce que c'est au-delà de la France, qui sont enragées contre l'argent, contre le pouvoir, etc. Ben maintenant, je sais tout pourquoi, je sais ce que j'ai vécu et ce que les autres humains vivent aussi. Et maintenant, je me dis, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Je sais pas. Et moi, personnellement, ce que j'ai envie de faire, c'est passer du temps avec moi, passer du temps avec mes moi. Et si jamais je dois mourir, eh ben, j'ai envie d'être bien accompagnée. Et, euh, et je trouve que mes parents, elles ont du level, franchement. Et je préfère mourir seule que mal accompagnée. J'ai vraiment plus peur de ça. Et j'ai pas envie de perdre mon temps avec des débiles. Ouais, avec des humains débiles, matrixés du cerveau, qu'obéissent. Pas envie. J'avoue que j'ai des parts qui sont très en colère contre les humains. On y travaille. Là, depuis la dernière vidéo, j'ai eu des parts au secours. Je leur ai donné des petits surnoms. Il y a eu 2 parts là depuis la dernière vidéo. La première, je l'ai appelée Ferme ta gueule. Parce que bah elle a que 4 mots dans son vocabulaire, c'est ça, qu'elle entende la radio, la musique, quelqu'un qui parle ou n'importe quoi, une mouche qui vole ou le chat qui miaule, c'est ferme ta gueule. Et après, il y avait une autre part aussi qui était beaucoup plus sympathique. Elle, j'ai appelé on s'en bat les couilles. Parce que elle, à chaque fois qu'on dit un truc ou qu'il y a un problème ou quoi que ce soit, relativise elle. On s'en fout, c'est quoi qui compte? C'est maintenant. Ouais, ok, on s'en bat les couilles, d'accord. Donc ouais, là, j'ai pas fait de vidéo pendant quelques jours parce que il a fallu que je négocie avec ces parts-là et que j'attende que ça aille mieux. Oh là là, ça va être bizarre cette vidéo quand même. Mais bon, c'est pas grave, vu que c'est la dernière, je fais ce que je veux de toute manière. C'est ma chaîne et je dis les conneries que j'ai envie et dans l'ordre que je veux. Ouais, donc qu'est-ce que j'ai bien tout dit ce que je voulais? Bah ouais, je pense. Donc là, ouais, j'essaye de finir ce dossier grand comme ça au procureur. Je sais pas, ça va faire au moins peut-être 200 pages. Bon courage, monsieur le procureur. Et au moins comme ça, il y a tout. Il y aura toutes les preuves, les enregistrements, comment ils sont bien foutus de ma gueule et tout. Peut-être même des vidéos de mon état. Enfin bon, voilà, il y aura matière que si jamais il se passe rien, c'est que bah, c'est de la mauvaise foi. D'ailleurs, la mauvaise foi, ça reste encore un truc qui me fait réagir, j'ai remarqué. Mais bon, j'y travaille.
Donc voilà, on va arrêter cette chaîne parce que ben ça sert à rien et si ce n'est alimenter, donner des informations au côté obscur ou quoi, j'en sais rien. Et puis euh, et puis voilà, mais je vais la laisser active par contre, comme ça, les humains qui passent par là, qui s'intéressent au sujet de la pédocriminalité, des troubles dissociatifs, de l'identité, et ben voilà, il y aura mon cheminement sur sur quasiment 2 ans. 2 ans durs, très durs, intenses, vraiment très intenses. Et voilà quoi, du coup, bah si vous voulez pas que vos gosses ils deviennent comme moi, bah va falloir en prendre soin et, euh, et arrêter les conneries, quoi. Arrêter de cautionner le pouvoir établi. Bon, 50 minutes, oh allez, je vais essayer de faire 1 heure. Je vais essayer de tenir encore 10 minutes. Donc ouais, je suis assez fière de moi. Je vais rester positive. Je suis vraiment fière de moi. J'ai réussi à dépasser des choses insurmontables en fait. Et j'ai aussi réussi à arrêter le Xanax, le THC, euh, quoi d'autre encore, les cachets pour dormir, enfin tout ça. Bon, j'ai pas encore réussi à arrêter la clope et j'ai pas l'intention. Je les compte, c'est bien déjà. J'ai vraiment des parts à l'intérieur de moi qui sont hyper courageuses et vraiment, je les remercie sincèrement. Ah, ça me touche. Je me touche moi-même. Ah, qu'est-ce que je suis con des fois, mais j'aime bien. Et donc, ouais, je suis fière de moi, fière d'avoir osé regarder et d'avoir ouvert cette boîte de Pandore. Et j'ai pas tellement eu le choix, tout m'a pété à la gueule, mais j'aurais pu me tuer tellement de fois, ou tuer des gens aussi. Mais ouais, je suis fière de mes équipes. Il y a des parts qui ont vraiment du level, et maintenant, on a bien travaillé, on va se reposer, prendre soin de nous et se faire plaisir. Finir notre vie en se faisant plaisir. Et se faire plaisir, c'est quoi? C'est bah, faire ce qu'on a envie quand on a envie, selon qui est là. Donc beaucoup de bricolage artistique, bien que ce soit très difficile avec les tremblements, la perte de vision, mais on s'en fout, on fait quand même des trucs et ça nous éclate. Donc ouais, on va passer beaucoup de temps avec soi, finir le temps qui nous reste avec soi et partager avec le peu d'humains qui restent sur cette planète dans la vie de tous les jours. Et en même temps aussi, c'était vachement initiatique tout ça, de comprendre que toutes ces parts, tous ces personnages, on pourrait aussi appeler ça l'ego, sauf que bah chez moi il y en a plusieurs, et que en fait tout est duel et que celui qui gagne c'est le même qui c'est celui qui perd. Et que si tu joues à je gagne, bah tu es obligé de jouer à je perds. Pareil avec le triangle, quelle initiation, bourreau, sauveur, victime. Ah là là, on a fait un sacré travail. Et même mes parts les plus difficiles, mon introjecte homme par exemple, gros pervers narcissique, ah bah lui il s'est fait démonter. Il est vachement plus cool maintenant. Je soupçonne d'ailleurs que c'est lui, ferme ta gueule, mais je suis pas sûre. Ouais, j'ai des parts qui ont bien évolué. Mon introjecte féminin, il a super bien évolué. Ah ouais, mais purée, là je suis en train de me dire j'ai encore raté des trucs. Ouais, c'est quand même encore bien décousu dans ma tête.
Parce que j'ai pas raconté la mort de ma mère, du coup, et la manipulation de mon père par rapport à ça. C'est enfoiré. Ouais. En fait, quelques mois avant que ma mère tombe malade, j'ai eu une discussion vraiment très sérieuse avec elle, que j'ai enregistrée, où je lui dis tout ce qu'elle savait déjà plus ou moins, mais qu'à chaque fois, c'est pas tellement pris au sérieux, mais ce jour-là, elle l'a pris au sérieux. Et du coup, après, on communiquait en cachette un petit peu, jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Donc ça, c'était en avril que j'ai enregistré la conversation, et en juin, elle est tombée malade, cancer du pancréas. Le jour où le verdict est tombé, je suis allée à la maison familiale, où donc il y avait mon père, ma soeur, mon bof. Là, j'ai pu voir ma mère, on s'est dit je t'aime, elle devait me rappeler, elle m'a jamais rappelé. Pour mon anniversaire, j'ai eu un SMS pourri, et après ma soeur m'a eu dit que le lendemain qu'on s'était vu, elle se posait la question de qu'est-ce qu'elle avait fait de mal avec moi pour que je fasse la gueule, alors que bon, ben, je vois pas où je faisais la gueule, mais bon, voilà, mon père il est très fort pour monter les gens les uns contre les autres. Et donc j'ai pas pu voir ma mère malade ni l'accompagner. J'avais des parcs qui avaient prévu, même qui étaient capables. J'ai des parcs qui avaient été ramasser des fleurs que si tu les consommes, bah t'es mort. Au cas où, s'il y avait besoin, quoi. J'aurais été prête à aller jusque-là pour l'aider. Et non, elle n'a pas voulu de moi. Après, ma soeur me dit qu'elle me réclamait. Ah ouais, comment ça se fait que ma soeur, elle m'a pas appelé pour me dire ta mère te réclame? Ah, parce qu'elle avait l'héritage pour elle. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Déshérité 4 jours avant sa mort, sauf acheton et tout et tout. Et après ça, j'ai eu une confrontation très 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 jouissive, j'allais dire, avec mon père. Je sais pas à quelle part est allé faire cette confrontation parce que on n'avait pas fait toutes les levées d'amnésie, heureusement, parce que peut-être on n'aurait pas fait comme on a fait ce jour-là. Mais seul à la maison de campagne, on lui a dit ses 4 vérités et là, il était pas bien, hein. Il s'est monté dans les tours, il était en colère, c'est dommage, j'ai pas enregistré. Et on l'a remercié pour l'initiation. Et on le remercie encore, hein. Parce que un truc de sûr, c'est qu'on n'aura pas eu une vie banale, on se sera pas fiché dans notre vie. C'était d'une intensité, c'est pas compliqué en fait. Dans la dualité, pour connaître le chaud, tu goûtes le froid. Donc, imagine bien que on a vécu des horreurs, mais on a vécu des bonheurs à la hauteur de l'horreur, des moments d'extase à la hauteur des moments de souffrance. Donc voilà, c'est un peu comme si la boucle elle est bouclée, en tout cas pour moi, même si c'est encore un peu mélangé et tout. Eh ben, j'ai l'impression que j'ai bien recousu tous mes bouts, recollé les bouts, défait les nœuds, etc. Et je suis fière de qui je suis. Et sans prétention, hein, je pense que si les humains ils étaient comme nous, franchement, on vivrait sur une belle planète. Ne fais pas à l'autre ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. C'est la devise numéro 1. Et voilà, bon, bah ça fait 58 minutes. En tout cas, bah, merci à toutes les personnes qui ont passé sur cette chaîne, qui ont laissé des commentaires, qui nous ont donné des dons sur Tipeee, tous les gens qui sont venus nous parler en privé, qui nous ont soutenus tout au long de l'aventure. Merci à ceux qui nous ont bien fait chier aussi, parce que grâce à eux, on a pu voir nos schémas et les démonter. Et voilà, force à tous, et pas à plus du coup. Tchuss.